Depuis les temps les plus reculés, la pierre est la gardienne intemporelle des messages laissés à la postérité. Partout dans le monde, nous retrouvons des vestiges d'époques immémoriales dont les secrets n'ont été qu'effleurés. Les traditions se sont perpétuées et les tailleurs de pierre des siècles précédents ont tenu leur rôle de gardiens du mystère. Je pense qu'il n'est pas pessimiste de dire que nous vivons dans une période de déclin. La situation actuelle, à de nombreux niveaux, semble s'assombrir de jour en jour. Une petite poignée d'humains, se considérant comme les maîtres invisibles du monde, dictent à leurs exécuteurs les sombres dernières pages de notre histoire. Entre les guerres, les désastres écologiques, les famines, la diminution des libertés individuelles, l'étau se resserre et le pouvoir de l'ombre grandit. La perversion et les vices humains, relayés par les écrans de télévision ou de cinéma, abaissent la conscience humaine à un niveau très bas. Dans très peu de temps, la 5G viendra parfaire le tableau en agissant insidieusement dans nos cerveaux et nos organismes, faisant de nous des zombies asservis. L'humanité va mal. Il ne faut pas douter que de là-haut, les dieux, nos créateurs, nous observent. De nombreuses traditions rapportent le récit du déluge, provoqué par les dieux courroucés de voir la situation sur Terre se détériorer. Un cataclysme d'eau ou de feu s'abat alors sur la Terre, en anéantissant tout sur son passage, laissant une terre vierge permettant à une nouvelle humanité de redémarrer sur des bases saines. Selon les ères zodiacales, nous sommes en ce moment dans une période de transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Dans ses écrits, Platon affirme que des cataclysmes ont sévi dans le passé, à chaque période intermédiaire entre deux ères. L'un des plus célèbres aurait englouti l'Atlantide en un jour et une nuit. Nous sommes donc potentiellement en train de traverser un de ces moments charnières, car l'histoire est un éternel recommencement, rythmé par les cycles de précession des équinoxes. De telles phases de déclin de l'humanité ont logiquement déjà eu lieu plusieurs fois, aboutissant inéluctablement à une conclusion funeste. Bien sûr, il y eut des survivants. Des récits, des archives du passé furent laissés en divers endroits du globe afin de prévenir les suivants qu'un tel événement allait se reproduire de manière certaine. Le message se transmit de siècle en siècle entre initiés. Depuis 30 ans, le chercheur Didier Coillac étudie les monuments français. Ses recherches l'ont mené à décrypter un incroyable message mêlant interprétation symbolique et alignement géographique, scrupuleusement associé aux textes anciens. Ayant scruté la France et ses monuments à la recherche du moindre indice, ses travaux sont aujourd'hui étayés d'une multitude d'exemples, de preuves concrètes, interprétées de manière rationnelle. Et si un message d'alerte venu des temps immémoriaux avait été laissé là sous nos yeux comme un code sculpté dans la pierre? Ouvrons les yeux. Tous les jours, nous croisons les éléments du code. Ils sont éparpillés dans les villes, sur les façades, sur ou dans les monuments. Nous les croisons si souvent qu'ils sont devenus anodins. Ils font partie de notre routine visuelle. Nous n'y prêtons plus attention. En marchant dans ma ville, Reims, je remarque la présence d'un motif récurrent, un objet très curieux sur plusieurs façades. Dans le jargon, les spécialistes le nomment console à enroulement rentrant et enroulement saillant. On retrouve régulièrement cette forme dans les châteaux. Après une plus fine observation, nous pouvons remarquer que les consoles ressemblent à des parchemins partiellement déroulés. C'est donc un symbole de connaissance ou de science,
ce qui peut avoir un rapport avec l'époque de leur invention, la Renaissance, qui vivait un grand essor du savoir dans tous les domaines. Un détail est récurrent dans de nombreux exemples. La page déroulée est couverte d'une feuille végétale. Veut-on nous faire comprendre que le texte supposément écrit est caché, secret? On nous ferait comprendre qu'il existe une connaissance importante et secrète, un jeu de pistes à déchiffrer. Les deux objets superposés sont nommés par le même mot, feuille. Cela pourrait être voulu et faire partie du message. À la Renaissance, les deux sens de feuille existaient déjà. Ce mot était aussi un synonyme de prétexte. Il est bien question d'une façade masquant la réalité. En haut et en bas, le rouleau esquisse bien souvent la forme de deux vases plaqués l'un contre l'autre. Cela pourrait exprimer l'idée que les documents en question sont cachés dans des vases. Concrètement, n'oublions pas que les manuscrits de la mer morte retrouvés à Qumran étaient stockés dans des jarres. La combinaison vase et feuille semble avoir été une véritable obsession pour les bâtisseurs de la royauté. On découvre très souvent cet assemblage ornant les frontons. Cette stylisation d'un document écrit va jusqu'à montrer les lignes de texte. Certains exemplaires sont scindés en deux par une ligne verticale qui ressemble à un collier de perles. Il a existé un ordre de chevalerie dit du collier, fondé en Savoie au XIVe siècle. Les chevaliers du collier furent au nombre de 15, puis de 20, tous issus de la haute noblesse. D'autre part, les géants de la Bible sont nommés les Anakim, signifiant les colliers. Existe-t-il une relation entre l'ésotérisme des châteaux français et la Bible et son symbolisme? Si des géants ont vraiment existé sur la terre, il n'est pas impossible que la royauté française en ait su quelque chose. Elle aurait possédé des manuscrits apocryphes très anciens. Dans certains cas, les pots sont fermés par des fleurs. Sur un plan esthétique, qu'y a-t-il de plus banal que des fleurs? Un des sens du verbe fleurir était camouflé en ornant. Un détail important saute aux yeux. Les motifs ne sont pas des fleurs mais des boutons de fleurs avec des collerettes de sépales en pourtour. Le bouton floral montre une étape préalable. La fleur n'est pas encore déployée. Peut-être nous fait-on comprendre qu'il arrivera une époque, celle de la floraison, où le bouton s'ouvrira, ouvrant du même coup le vase. Les bâtisseurs semblent attendre un âge de révélation. On croise très souvent ce type de balustre de rampe. Les éléments qui les composent sont des vases obstrués par un couvercle. On se surprend à imaginer que des documents pourraient y attendre l'heure de leur mise au jour. L'apparente banalité des multiples sculptures décoratives est un leurre. Des dizaines de mètres carrés de châteaux sont occupés par des figures dont la signification est voilée. Observées par un œil profane, elles paraissent légères, ne jouant qu'un rôle de remplissage purement stérile. Le message vient de la réflexion, mise en relief par le rapprochement de lieux éloignés géographiquement et dans le temps. Tout se tient, se complète, se recoupe. Chaque détail permet une approche plus précise d'un grand message. La royauté française aurait-elle été l'héritière d'une connaissance antique incroyable et mystérieuse qu'elle aurait eu pour mission de coder dans ses monuments afin de délivrer un message pour le futur? J'ai traité le sujet de l'Atlantide dans 2 vidéos précédentes que je vous invite à visionner si ce n'est déjà fait. De nombreux auteurs font allusion à cette civilisation mythique, dont l'existence pour eux est une certitude. Cette île aurait été engloutie en un jour et une nuit suite à un grand cataclysme. La grande civilisation d'Atlantis, ayant atteint un haut niveau de sophistication, aurait été punie par les dieux pour avoir sombré dans la débauche. De nombreux textes anciens parlent des cycles de la Terre, prenant fin par une grande catastrophe, un déluge emportant tout sur son passage. L'une des 12 tablettes de l'épopée de Gilgamesh, découverte dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, contient le récit du déluge. De nombreux textes grecs et romains relatent de grands cataclysmes, instigés par les dieux, dont généralement un couple de justes est sauvé afin de repeupler la planète. Le déluge d'Ogygès, ce roi qui aurait réchappé au déluge en embarquant sur un navire. Le déluge de Deucalion, décrit par Pindare. Le mythe de Philémon et Baucis dans les Métamorphoses d'Ovide.
Platon a relaté 2 déluges, celui qui engloutit l'Atlantide dans le Timée et le Critias, et celui de son livre 3 des lois, auquel seuls auraient survécu les habitants des montagnes. Le Coran raconte l'histoire du déluge, mettant en scène nu l'équivalent de Noé de l'Ancien Testament. Dans les 2 textes, ce personnage est sauvé avec les personnes de son entourage grâce à une embarcation après avoir été prévenu par Dieu. L'Avesta, un texte sacré zoroastrien, dépeint un épisode de catastrophe climatique, une grande glaciation, dont un homme juste, Yima, sera sauvé grâce au message d'alerte que lui envoie le dieu Ahura Mazda. Dans plusieurs textes indiens antiques, dont le Matsya Purana et le Mahabharata, Manu, le premier homme, est sauvé par le premier avatar de Vishnu, Matsya. Lui aussi échappe au déluge en construisant un bateau. Dans ces textes, 4 temps successifs sont évoqués, or, argent, bronze ou cuivre et fer. Et chaque époque représente une dégénérescence par rapport à l'époque précédente. Nous serions actuellement dans la basse époque du Kali Yuga, l'âge de fer, devant se terminer par un cataclysme cosmique. Les Celtes pensaient que les dieux avaient vécu pendant le 4e âge et étaient passés par le déluge. Nous serions actuellement dans le 5e âge. Étrangement, les Mayas se positionnaient d'une façon similaire dans le grand cycle du temps. Ils croyaient vivre dans le 5e soleil. Le déluge aurait eu lieu lors du 4e soleil. Pour les Aztèques, 4 mondes où soleil avait précédé le nôtre. Ils furent tous détruits par des cataclysmes de grande ampleur. Nous devons le constater, de nombreuses traditions relatent l'histoire d'un déluge qui anéantit l'humanité. Il existe 400 récits du déluge dans les civilisations anciennes. Il sera facile alors d'affirmer qu'il ne s'agit que de légendes. Mais lorsque tant de peuples éloignés géographiquement relatent tous une histoire similaire, quasiment semblable en tout point, peut-on encore parler de hasard ? Si de tels événements ont eu lieu dans le passé de manière cyclique, et en tenant compte qu'il y ait eu des survivants, il serait tout à fait logique qu'un message d'alerte ait été laissé pour le futur, pour nous. Prenez garde, car vous aussi vous ferez face à la décadence et au déluge. Il paraît évident que de siècle en siècle, d'humanité en humanité, un groupe de personnes perpétuait le message, lui faisait traverser le temps. Les rois, les hauts dignitaires de l'État étaient évidemment initiés à ce grand secret. Peut-être avait-il eu accès à des caches, des dépôts contenant des documents, des artefacts de civilisations disparues. Une préhistoire différente de celle que l'on nous enseigne. Une caste de personnages haut placés, détenteurs d'un message d'une importance capitale. Un secret qui ne devra être révélé qu'en temps voulu. Maintenant que le décor est campé, nous pouvons observer certaines œuvres sous cet éclairage particulier. Voici un tableau de Henri Testelin qui s'intitule « Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie des sciences créée en 1667 ». À gauche, un homme présente un globe terrestre. La position de sa main droite sur le globe est évocatrice, exactement au large du détroit de Gibraltar. Or l'Atlantide est localisée dans les textes comme se trouvant au-delà des colonnes d'Hercule, soit le détroit de Gibraltar. Du pouce de sa main gauche, il indique aussi un endroit précis, le mont Ararat en Turquie, lieu où l'arche de Noé se serait échouée après le déluge. Cet ensemble souligne donc le lien secret entre l'Atlantide et son héritage, entre les récits de l'Antiquité et les récits bibliques. Derrière le globe, un homme se désintéresse de la cérémonie et propose discrètement un tissu pour cacher la carte. La royauté française était-elle détentrice d'un savoir caché concernant les cataclysmes du passé et du futur et les civilisations disparues? Nous voici à Versailles dans la galerie des glaces. Sur un médaillon du plafond peint par Charles Lebrun et son équipe, nous pouvons reconnaître le roi Louis XIV. Pour l'historien Nicolas Milanovic, la représentation évoque la création de la Compagnie des Indes orientales et occidentales en 1664. Louis XIV, étonnamment vêtu à l'antique, est muni d'un trident, qui est l'attribut de Neptune, le dieu des eaux, mais aussi le dieu de l'Atlantide. Il semble distribué dans le rôle d'un roi de l'Atlantide.
Les prisonniers subissant le joug du trident et le bateau pourraient se comprendre comme des allusions à cette île conquérante, à la civilisation portuaire. Toujours dans la Galerie des Glaces, on trouve dans cette salle 24 personnages à la peau verte. En architecture, un personnage qui porte un entablement ou qui remplace une colonne se nomme un Atlante. Charles Lebrun aurait-il voulu faire le lien avec l'Atlantide? Voici 2 Atlantes de la galerie. Ils ont posé une main sur leur tête. C'est le geste de celui qui se protège. Ces hommes ont de quoi redouter le cataclysme qui va engloutir leur île. À l'appui de cette interprétation, on note la présence d'un grand tissu que les personnages portent contre et au-dessus d'eux. En moyen français, le mot drap existait dans le sens actuel. En plus, il signifiait linceul. Les Atlantes sont vêtus d'un linceul, comme pour symboliser la fin funeste de leur civilisation. Cet exemple a un côté extraordinaire, puisqu'il fait la jonction Atlante-document secret. En effet, cette Atlante porte le motif de la console à la place de ses jambes. Remarquons aussi le grand linceul tendu entre eux. La teneur de ce qui est caché devrait tenir au moins partiellement de l'Atlantide. Attardons-nous sur l'escalier mollien du Louvre, ancien palais royal. Il ne s'agit encore ici pas d'une simple décoration futile et superficielle. Les artistes et les commanditaires ont eu une intention précise, avec des références érudites à la mythologie. L'Atlante brandit en hauteur une main de justice au bout d'un long manche. Cet objet était un attribut des rois de France. Est-ce une façon de nous dire que nos rois étaient les héritiers de l'Atlantide? Il porte sur la tête le motif du rouleau de parchemin. Ce qui est écrit dessus doit donc se référer à l'Atlantide, si l'on suit la logique de l'assemblage. Comme souvent, l'Atlante n'a pas de jambes. Celles-ci sont comme gainées dans des étuis. C'est ce qu'on appelle en architecture un terme. Le mot terme est aussi synonyme de mot et de fin. Le mot fin est important s'il est mis en rapport avec l'Atlantide. En haut à droite, un tapis est accroché et doit pouvoir s'interpréter. On ne peut pas imaginer qu'un tel détail soit là sans raison. Le mot tapis a longtemps désigné une pièce de tissu servant à l'ameublement ou à la décoration. On dirait aujourd'hui une tenture. Le tapis qui est près de l'Atlante est bien un objet de décoration. Son rôle kabbalistique est d'indiquer le verbe tapir, se cacher. On peut aussi penser à l'adjectif tapinois, déguisé. Le tapis est donc là comme un indice. Il nous suggère que toute la décoration recèle des sens cachés. Il est assorti d'une guirlande, symbole évident de fête et de célébration. Ce chapelet ou guirlande de fleurs et de feuillages appelle le verbe chapeler, frapper durement, taillé en pièces. Si les concepteurs de la décoration ont souhaité que l'on rapproche ces deux mots, ils veulent nous faire comprendre que les Atlantes, tombés dans une vie décadente et donc amateurs de fêtes et de guirlandes, ont été paradoxalement frappés durement. Arrêtons-nous quelques instants à la cathédrale de Reims. Une série de personnages soutiennent des pierres sur leur dos. Ces Atlantes architecturaux semblent réfugiés sur une plateforme surélevée. Peut-être sont-ils des habitants de l'Atlantide voulant échapper à la montée des eaux. En dessous, les crochets décoratifs évoquent des vagues, des rouleaux qui déferlent. Au-dessus de l'homme, un monstre menace, la gueule grande ouverte. Le mot monstre désignait en ancien français une chose incroyable, prodigieuse, comme par exemple une catastrophe naturelle effroyable. L'homme semble porter un coffre qui symbolise ce qui a pu être sauvé de la catastrophe. On remarque la présence d'une pièce de tissu roulée sur l'épaule droite de l'homme, comme pour les Atlantes de la Galerie des Glaces. On en arrive à constater que la représentation de ce type de personnage se plie à certains critères bien définis et signifiants pour l'initié. La base de la grande flèche de la cathédrale de Reims est ornée de hautes statues, de bien curieux personnages qui semblent porter la structure sur leur dos. Ils sont perchés au plus haut de la cathédrale. Du sol, on ne voit pas les détails de ces hommes, notamment les visages, figés dans la mort. Leurs têtes sont surmontées d'animaux, dont certains sont des chiens en position assise. La gueule ouverte et levée, ils semblent hurler à la mort. Mais ces Atlantes ne sont peut-être qu'endormis.
Ils attendraient l'heure de la révélation des secrets enfouis. Neptune est le dieu des mers et des océans en furie, le dieu des sources et des eaux douces. Son nom grec Poséidon signifie causeur de tremblements de terre. Il avait donc le pouvoir d'ébranler la terre et de fendre les montagnes. Il était d'un caractère bourru et querelleur, facilement destructeur. Neptune était un des dieux les plus honorés de la Grèce et de l'Italie, et beaucoup de temples lui étaient consacrés. Les Romains lui dédiaient le mois de février. Ses emblèmes étaient le trident et le cheval. Neptune aurait vécu en Atlantide avec sa compagne humaine Clito, de laquelle il aurait eu 10 enfants mâles, dont l'aîné, Atlas, devint le premier roi de l'Atlantide. Dans la mythologie grecque, il existe un déluge tout à fait comparable à celui qui est raconté dans l'Ancien Testament. Zeus demande à son frère Poséidon de l'aider à créer un gigantesque orage afin de submerger la terre. Il plut ainsi pendant 9 jours et 9 nuits, et l'eau recouvrit le monde. Voici une statue aujourd'hui au Louvre, œuvre d'Antoine Coisevox. Ce Neptune était dans les jardins du château de Marly, un château de Louis XIV. Le dieu s'apprête à enfoncer les pointes de son trident dans la zone jugulaire du cou d'un cheval. La rupture de cette veine cause la mort. Le cheval est mythologiquement associé à ce dieu par l'épisode de la dispute de Minerve et Neptune pour savoir lequel des deux allait donner son nom à la ville d'Athènes. Chacun d'eux proposa un bienfait pour l'humanité. Minerve fit surgir un olivier, tandis que Neptune matérialisa un cheval d'un coup de trident. Athéna l'emporta, et la ville fut baptisée de son nom. Dans cette œuvre, le dieu inventeur du cheval en arrive à tuer sa propre création. Cela pourrait être relié à l'image de l'Atlantide, sur laquelle régnaient les descendants de Neptune, que ce dernier fut obligé de détruire à cause de sa décadence. À Versailles, Neptune et sa femme Amphitrite ont donné lieu à un grand ensemble sculpté qui orne encore aujourd'hui le bassin éponyme. Cette image est très peu reproduite dans les livres d'art. La raison tient peut-être à la tête monstrueuse placée derrière le couple. Rappelons qu'au Moyen-Âge, un monstre était une chose prodigieuse, incroyable. La destruction d'un continent correspond bien à cela. Ainsi, la tête monstrueuse apparaît-elle sur la crête d'une vague, comme le symbole d'un grand tsunami dévastateur. On remarque que Neptune s'apprête à asséner un coup avec son trident. Ce coup pourrait être donné en direction d'un poisson, à la surface de l'eau, mais symboliquement, le dieu pourrait préparer le coup fatal qui anéantira l'Atlantide. À Vaux-le-Vicomte, dans la chambre des Muses, nous pouvons observer une copie du Neptune agité de Michel Anguier. Le dieu des mers est représenté avec un cheval marin à ses pieds. Il le domine complètement. Le cheval ouvre grand la bouche de désespoir. Cette statue nous donne donc un air de déjà-vu. Le moment immortalisé par le sculpteur est visiblement un moment d'action intense. Cette sculpture immortalise le même instant que celui codifié à Versailles. Le dieu a armé son cou et s'apprête à frapper. Il tient également son écharpe à la main droite. On pourrait penser qu'il se prépare à la tirer d'un mouvement violent. Neptune va écharper sa création, dans le sens de blesser grièvement, mutiler, mettre en pièces. Le dernier tableau de la galerie d'Apollon du Louvre est consacré au triomphe de Neptune et Amphitrite. Tout le tableau est énigmatique, avec le couple divin arrivant sur son char vers un homme allongé tenant un grand vase d'où coulent des flots. Le dieu des catastrophes maritimes arrive face aux spectateurs sur un char qui semble flotter sur une immense vague. Une grande écharpe déroulée en arc de cercle flotte dans le vent. Neptune s'apprête à écharper. Le personnage allongé pourrait être associé au Verseau.
On le sait, le bassin d'Apollon de Versailles représente en principe le dieu Apollon sur son char. Il est le dieu du soleil, son char symbolise la course solaire dans le ciel. Le quadrige d'Apollon fait face au château. Il est sur un axe très précis, celui qui coupe le grand canal, les jardins et le château en deux parties égales. Aux environs du 25 août, jour de la Saint-Louis, le soleil se couche dans l'axe principal des jardins. Dans ce contexte où tout est symbole et précision, on remarque une anomalie de positionnement. On nous dit que le char d'Apollon matérialise le lever du soleil, donc à l'est, alors que le char part de l'ouest. La statue est à l'envers. Cette erreur symbolique pourrait se référer au mythe de Phaéton, évoqué dans les Métamorphoses d'Ovide, une des sources d'inspiration des sculpteurs de Versailles. Dans la mythologie grecque, Apollon promet à son fils Phaéton d'exaucer n'importe lequel de ses vœux. Phaéton demande alors à son père la permission de conduire le char du soleil une journée. Apollon est inquiet, mais accepte suite à la parole qu'il vient de donner. Phaéton monte sur le char en conducteur novice et ne parvient pas à le diriger dans la bonne direction. Ainsi, le char zigzague dans le ciel, brûlant au passage des contrées entières. Pour éviter une destruction complète de la terre, Zeus détruit le char et son cocher. Rendons-nous maintenant dans le salon d'Apollon du château de Versailles. Il s'agit d'une pièce particulièrement importante, la plus somptueuse du château. Elle fut la chambre de parade de Louis XIV, puis la salle du trône et le lieu de réception des ambassadeurs ordinaires. La peinture du plafond de Charles de la Fosse figure à nouveau le char d'Apollon. On ne peut manquer d'apprécier le visage du dieu sur son char, celui d'un adolescent pas très à l'aise. Ce faciès ne colle pas du tout avec l'image que Louis XIV, qui s'identifiait au dieu soleil, a inlassablement voulu donner de lui-même. Pour Phaéton, par contre, c'est parfait. Dans le Timée, Platon fait dire à un prêtre égyptien: Phaéton, fils d'Hélios, ayant attelé le char de son père, mais incapable de le diriger, incendia tout ce qu'il y avait sur terre et périt lui-même, frappé par la foudre. Cela se dit sous forme de légende. La vérité la voici. Une déviation se produit parfois dans les corps qui circulent au ciel autour de la terre. Et à des intervalles de temps largement espacés, tout ce qui est sur terre périt alors par surabondance du feu.